Et yo, salut à tous, c'est Kenzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un guide sur Lugia, un deck que j'aime énormément. Et du coup, j'ai voulu vous faire non seulement la decklist qui est arrivée il y a peu sur YouTube, mais aussi un guide parce que j'ai quelques résultats quand même avec Lugia. Et juste, j'aime bien le deck, j'ai la passion. Du coup, je voulais vous le partager. Aussi, non seulement ça pour faire une petite introduction, mais aussi avec le lien, enfin avec les liens dans la description, nous allons restream avec les colonnes lance le EUIC et je commenterai quelques games. Vous verrez ça dans les liens, dans la description. N'hésitez pas à venir, ça va être sympa. Version française, c'est parfait. Place à la vidéo maintenant. Et nous voilà donc pour la présentation du deck Lugia V-Star nouvelle génération, dirait-on. Donc, dans un premier temps, un sommaire pour voir comment on va fonctionner dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, une introduction au deck. Donc, on va voir ses mécaniques, le concept, ses points positifs, ses points négatifs. Et on finira par une decklist et montrer des techs qui sont dans le deck. Donc, on va aller très simple, genre pour ceux qui ne connaissent absolument pas le deck. Puis, on va donc vraiment en étant très très simple, hein, on va montrer en quoi le deck fonctionne et pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, machin. Ensuite, des points positifs et des points négatifs pour être objectif et montrer les failles du deck et ses bons côtés par rapport au format, etc. Et dernier temps, une decklist avec ces techs, parce que c'est important de voir vraiment à quoi ressemble une decklist avant de parler de tout le reste. Et les techs, ça peut... enfin, j'en ai choisi quelques-unes afin de montrer les possibilités que le deck a pour améliorer certains match-ups ou autres. Deuxième temps, le metagame et les match-up, pardon, parce que l'EUIC arrive sous peu quand même. Et du coup, j'ai théorisé un petit peu sur le format qui va arriver. Que vous soyez d'accord ou pas, ça vous donnera quand même juste une idée. Et dans une deuxième, beaucoup plus grosse partie, la partie la plus importante, c'est les match-up, comment les appréhender, qu'est-ce que quoi. Donc vraiment, globalement, la partie la plus importante. Et une petite conclusion pour que je vous donne mon avis perso sur le deck, faire un petit bilan et poser quelques appréhensions qu'il y a quand même sur le deck, parce qu'il y en a quelques-unes. Voilà, on part sur l'introduction au deck. Là, vous voyez les 3 Pokémon les plus importants. On en parle sous peu. Euh, Comment ça marche? Le concept, c'est de tout faire tourner avec Lugia V-Star, puisque son V-Star Power, enfin sa puissance V-Star, pour prendre les noms français, vous permet de ramener 2 Pokémon, alors incolore, mais moi je préfère dire normal, de type normal, parce que comme dans le jeu vidéo, de votre pile de défausse directement sur votre banc. Donc là, vous vous dites, ok, c'est plutôt pas mal, c'est un double rappel, quoi, finalement, mais il est surtout en alliance avec ce petit gars à droite, ce petit oiseau, oiseau préhistorique, mais quand même, Aeropteryx, que là, vous pouvez lire en anglais d'ailleurs, je l'ai bien cadré pour une fois. Une fois durant votre tour, vous pouvez aller chercher 2 énergies spéciales de votre deck et les attacher à l'un de vos Pokémon comme vous le voulez. Et vous allez ramener 2 Aeropteryx, ça fait que vous pouvez attacher... Pardon, j'ai cru voir un truc. Que vous pouvez attacher 4 énergies directement depuis votre deck. Donc c'est vraiment, vraiment très puissant. Et du coup, voilà le concept. Vous mettez Aeropteryx dans la défausse, V-Star de Lugia, vous le ramenez, vous attachez plein d'énergie tout le temps, et c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de cartes de défausse et de consistance dans le deck, donc il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Comme je l'ai dit, c'est le V-Star de Lugia qui lance absolument tout, donc qui permet de ramener les Aeropteryx sur la défausse, enfin de la défausse sur le banc, et Aeropteryx qui va attacher les énergies. Mais tout ça dans quel but? Parce que attacher plein d'énergie c'est bien, mais c'est des énergies spéciales, donc il y a quand même une certaine limite. Eh bien, votre attaquant principal, parce que évidemment, attacher plein d'énergie, c'est fait pour tabasser un max, c'est ce petit Pachmila, qui paye pas de mine, hein, il est pipou, là, il est tout mignon, mais faut pas l'embêter, hein, parce que 2 énergies incolores, 70 dégâts, multipliés par le nombre d'énergie spéciale qu'il a d'attacher sur lui. Voilà, vous comprenez tout le but de la mécanique. Vous allez
attacher des énergies spéciales sur votre Pashmila et il va taper comme un sourdingue. Donc pour vous donner des chiffres, pour ceux qui ont la flemme de calculer, et je vous comprends, 70 dégâts... J'ai fait tomber un truc. Non, c'est bon. 70 dégâts multipliés par 4, on est sur du 280 dégâts rien qu'avec les talents d'Aéroptérix. Mais vous avez le droit d'attacher depuis votre main une énergie spéciale sur Pashmila. Donc ça fait que Pashmila, il monte à 350 dégâts. Sur un One Prizer. Certes évolutif, mais quand même. Donc là, vous voyez, là, c'est bon, je pense que vous avez cerné le concept du deck. Pour ce qui est de ses points positifs et ses points négatifs, je vais d'abord parler des points négatifs. Pour moi, c'est un peu Brickland, dans le sens où vous pouvez piocher vraiment des trucs vraiment pas utiles, ou des briques, comme on dit dans le nom dans le TCG de manière générale. Des briques, c'est-à-dire que vous allez piocher des trucs qui ne vous servent à rien pour le moment, ou que vous ne pouvez pas utiliser. Donc, ça, c'est un gros problème. Et donc, le deck, en conséquence, a un manque flagrant de consistance. Qu'est-ce que c'est la consistance? C'est un anglicisme, d'ailleurs, qui vous dit que... en vrai, c'est dur à traduire, consistance. Mais... que le deck soit fluide. Du coup, le deck n'est pas super fluide. Il peut il peut avoir des gros problèmes pour s'installer, etc. En autre problème, le deck demande beaucoup de setup, parce que, vous l'avez vu, quand j'ai expliqué le concept, vous devez avoir votre Lugia V, qui doit évoluer en V-Star, au tour d'après, logique, mais il faut aussi, en parallèle, avoir mis vos Aéroptérix dans la défausse. Faut pas avoir que Lugia en attaquant, sinon c'est la panade. Faut aussi Chinchidou, éventuellement un autre. De quoi suivre. Voilà, donc ça demande énormément de setup, mais qui est quand même relativement simple à avoir, hein. Ça, il n'y a pas de souci. En autre point négatif, Pashmila, il est quand même très faible. Alors, vous le voyez pas sur cette image, mais Pashmila a 110 PV, et du coup c'est très léger. Bon, il peut mettre des calottes de dégène, mais ça reste quand même assez léger. Et le deck est connu pour ça, il est dépendant de ses supporters. Globalement, vous allez faire un supporter tous les tours qui va faire un effet important. Voilà, le deck en est dépendant. Si vous n'avez pas de supporter dans la main, c'est compliqué. Donc voilà, pour ce qui est des points négatifs, beaucoup de setup, pas très consistant. Le Pashmila, il est assez faible, et il dépend de ses supporters. Bon, les deux derniers points, ils sont pas si graves que ça, hein, parce que Pashmila, comme je vous l'ai dit, il a pas beaucoup de PV, mais bon, il tabasse très très fort, et dépendant des supporters, bon en même temps les supporters, ça reste toujours utile, c'est juste que Lugia, il faut qu'il en utilise pour sortir d'une situation ou faire des choses. Du côté des points positifs, là par contre, c'est tous des très très bons points positifs. Les attaquants sont très puissants. Lugia, il tape à 220, Pashmila, il peut monter à 350 dégâts, le Ronflex, dont on parlera plus tard, peut monter à 180 PV, en ayant 150 de PV de base, donc c'est vraiment pas mal. Les énergies spéciales, voilà, si elles sont spéciales, c'est qu'elles ont un truc spécial. Je sais pas, c'était pas super fluide là ce que je viens de dire, mais bref. Elles ont toutes des effets vraiment très intéressants, on en parlera plus en détail une fois la decklist montrée. Donc le deck y a accès très facilement. Il est très dur, selon moi, à contenir une fois lancé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une fois que le setup est lancé, idéalement tour 2, avec donc les deux Aéroptérix, etc., lui, il va setup un gros attaquant, son Pashmila, et si en parallèle tu butes ses Aéroptérix, le gros attaquant, il est toujours là. Du coup, c'est vraiment très compliqué à contenir. Donc voilà. Et autre très bon point positif, c'est que c'est un deck basé uniquement sur des Pokémon One Prizers. Qu'est-ce que c'est un One Prizer? C'est un Pokémon à une récompense. Le prize, c'est le nom anglais des récompenses. Et du coup, c'est très bien que le deck soit basé sur du One Prize, parce que les games vont être plus longues, et vous avez des grosses capacités sur le deck pour tenir un peu plus sur la longueur. Puisque Lugia, il tape bien fort, c'est un Pokémon à 2 récompenses, mais voilà. Derrière, il y a Pashmila, il y a Ronflex, il y a Aéroptérix qui peut taper, donc on peut durer pas mal sur la longueur.
Alors pas trop non plus, vous verrez pourquoi, mais quand même. Mais c'est très 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 agréable de piloter un deck à une seule récompense globalement. Pour ce qui est de la decklist, la voici. On est sur une decklist très classique de Lugia Pashmila. En vrai, je peux le présenter comme ça parce que Pashmila est tellement important que je suis obligé de le dire. Euh, Ça, c'est ce que je joue et qui est selon moi la liste la plus simple et la meilleure. Vraiment, j'ai testé pas mal de decklists et celle-là, c'est ce que je joue, c'est ce que je jouerai. On va dire ça comme ça. Du côté des Pokémon, on a 4 Chinchidou, mais que 3 Lugia V. Je vais m'expliquer. Lugia V, il donne 2 récompenses. Donc, si vous l'avez en actif et que vous jouez en second, il peut peut-être arriver des grosses conneries. Alors que si vous jouez second avec Chinchidou devant, donc si vous en jouez 4, il y a plus de chances de l'avoir, ben vous avez un Pokémon qui fait appel à la famille. Donc ça veut dire un Pokémon qui va vous aider à vous setup. Et c'est aussi un Pokémon qui ne donne qu'une seule récompense. Donc c'est beaucoup moins punitif que si c'était Lugia en actif. Alors oui, on choisit pas forcément son Pokémon actif, mais c'est dans le principe où c'est un peu mieux d'en avoir plus de Chinchidou que de Lugia. Donc 4 Chinchidou, 3 Pashmila. Dans le même ordre d'idée, s'il y a un Chinchidou qui se fait avoir, bah c'est pas grave, la ligne d'évolution elle est toujours bonne, donc c'est bien. En fait, on peut partir du principe qu'on va perdre un Chinchidou dans l'équation, mais c'est pas trop punitif. Surtout si on joue en second, on accepte d'en perdre un et c'est pas grave. 4 Aéroptérix, bon, on les veut dans la défausse, donc on va en jouer le maximum de copies qu'on peut pour avoir un maximum de chances de les avoir pour les défausser. x4, passage obligatoire, il y a zéro débat. Pour Lugia, 3-3, enfin 3V, 3V star, c'est classique, donc j'ai pas grand chose à en dire. Les autres Pokémon, on a Luminéon comme Pokémon de support. Donc quand je vous ai dit que le deck nécessitait ses supporters, c'est pour une bonne raison. On a Luminéon carrément pour aller les choper. Et l'autre très bon attaquant qui dépend un petit peu des match-ups, mais qui est quand même très bon, c'est le Ronflex que vous voyez là à côté de Orduboss. Il est très bon face à tout ce qui est de zones perdues, globalement. Donc il faut en avoir un, c'est toujours bon, toujours utile. Du côté des supporters, on a une grosse ligne, mais qui est amplement nécessaire. 3 ordres du boss, ça c'est du classico, il y a pas mal de decks qui le jouent x3, Lugia, bah, il va pas se gêner. C'est connu, voilà, c'est très facile à setup. Enfin, une fois que Lugia est setup, il peut casser la gueule à n'importe quoi. Donc, hors du boss, ça peut nous permettre d'aller choper le peu qui est pas trop apporté, on va dire ça comme ça. Enfin, qui est pas sur l'actif, quoi. Les trucs qui peuvent faire plaisir, quoi, qui sont bons à choper. 3 machines. Pourquoi 3 machines alors qu'il y a des gens qui peuvent en jouer que 2 et que globalement il y a pas mal de decks qui en jouent que 2? Bah de une c'est fort, donc déjà c'est un bon argument, et également vous allez avoir énormément d'énergie dans votre deck, mais il y a des chances, et ça arrive souvent, que vous piochiez plein d'énergie et que vous les ayez dans votre main, et ça c'est pas bon, enfin, en avoir deux, une ou deux, c'est ok. Pour attacher sur Pashmina, pour faire la tâche du tour, c'est pas mal. Mais si vous en avez plusieurs, ce qui risque d'arriver, ben vous serez plutôt content de les remettre dans le deck avec machine. Donc c'est pour ça que je préfère en jouer 3. C'est fort, et globalement, si on pioche trop d'énergie, ça retourne dans le deck, c'est très bien. 2 recherches professorales. Alors qu'on pourrait dire que c'est la meilleure carte de défaut, c'est de pioche, mais bah, comme je vous l'ai dit pour machine, ça marche aussi pour recherche professorale. Il y a beaucoup de chances pour avoir beaucoup d'énergie dans la main et vous n'avez pas envie de les défausser sur recherche professorale. Donc recherche, elle est plutôt là pour le au cas où. Ou dans le sens, ça permet de refaire une main et c'est la méthode simple pour défausser les Aéroptérix. Donc voilà, c'est une méthode comme une autre. Dans ce même ordre d'idée un petit peu, on a Serena.
Serena qui a deux effets de cartes. La première, vous défaussez des cartes jusqu'à 3. Enfin, vous pouvez défausser une, deux ou trois, obligatoirement minimum une, et vous piochez jusqu'à avoir 5 dans la main. Donc là, vous l'avez compris, ça permet de défausser des cartes dans la main. On se fait une main pas trop grande, comme ça l'énergie cadeau, dont on parlera un petit peu après, va pouvoir fonctionner plutôt pas trop mal. Et voilà. Et la deuxième partie de l'effet, c'est comme un ordre du boss, mais que sur les Pokémon V. Donc ça reste toujours très bon à prendre. Dernier supporter qui fait un peu cringe de le jouer, mais d'un autre côté, c'est un très 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 bon choix. Jacques. Jacques, ça permet d'ajouter 2 évolutifs de votre deck à votre main. Mais regardez la tronche de Lugia et vous verrez qu'en fait ça a énormément de sens de le jouer. Vous avez 3 Pachmila, vous avez 4 Aeropteryx, vous avez 3 Lugia V-Star. Donc globalement, vous avez 10 Pokémon évolutifs. Donc c'est déjà pas mal. Et petit truc, je vais le calculer en même temps que vous parce que je suis pas sûr de moi. Donc 3 et 4, 7 et 3, 10. Et les Pokémon de base, 4 et 3, 7, 8, 9. On a plus de Pokémon évolutifs que de Pokémon de base dans le deck, pour vous dire la dinguerie que c'est. Donc, Jacques, il a réellement son intérêt là-dedans. Donc, on le joue, c'est une petite one-off, il est là s'il faut, ça aide un petit peu, c'est très bien. Sachant qu'il peut vous donner les 2 Aeropteryx, mais il peut aussi vous donner Pachmila et Lugia V-Star. C'est une possibilité. Donc voilà, une carte qui peut servir, que je garde de côté parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. 4 arômes captivants, comme je vous l'ai dit, il y a 10 évolutifs et 9 Pokémon de base. Arôme captivant, il va forcément trouver quelque chose qui peut nous intéresser. Donc voilà, toujours très bien. Hyper Ball, x4, obligatoire, vous avez besoin de défausser, c'est la meilleure chose à faire. Obligatoire. 3 Super Balls. Pourquoi jouer Super Ball parce que c'est tout aussi bien que Arôme Captivant. Alors, il y a des mathématiques qui expliquent pourquoi c'est mieux ou pourquoi... Enfin, le pourquoi du comment. Je peux pas vous l'expliquer parce que c'est très compliqué et je suis une... Comment ne pas être vulgaire je suis une bille en maths. Donc je vais pas vous le faire, mais c'est une carte qui a vraiment en fait beaucoup de chances de vous donner quand même ce qu'il vous faut, alors que Arôme Captivant c'est du 50-50. Donc 3 Super Balls c'est très bien. Et le dernier objet c'est Master Ball, la nouvelle Ace-Specs, enfin la nouvelle, pas vraiment du coup, mais l'ancienne qui a été rééditée quoi, ou les high-tech si vous préférez en français, qui est exceptionnelle et obviously nécessaire dans Lugia. Ajoutez un Pokémon de votre deck à votre main, point. Mélangez votre deck, mais ça c'est obvious. Dans Lugia c'est exceptionnel, hein. Vous avez besoin de pièces de combo, et vos pièces de combo c'est des Pokémon, vous avez une carte qui permet de les ajouter, enfin c'est exceptionnel. Donc Master Ball, passage obligatoire dans Lugia. Je vais me contredire plus tard, mais on en reviendra. On y reviendra. Le stade, le seul et unique stade qu'on va jouer, parce que vu comme il n'y a plus Sentier Blanchime, on est moins limité sur les stades. Enfin, on n'a pas besoin de mettre autant de stades qu'à une époque. Le stade en ruine. Pourquoi stade en ruine? Pour plein de raisons. Il y a déjà ça permet de lock un petit peu l'adversaire, c'est plutôt c'est pas si mal. Mais votre Lugia V, il a quand même il donne quand même 2 récompenses. Et le petit Luminéon là, pareil. Donc stade en ruine, il va permettre de les dégager et lancer une game soit moins dangereuse grâce au départ de Luminéon, soit une game full one prizer environ Lugia. Parce que bon, Chinchidou, il tape pas, ou tape à 10. Il y a un monde où ça peut servir, j'en fasse ça, garde voir, mais on en parlera plus tard. Pachmila, il attaque, c'est un one prizer. Aeropteryx, il peut attaquer, c'est un one prizer. Et Ronflex, c'est un one prizer aussi. Et il attaque très très bien d'ailleurs. Enfin, dépendant du match-up, mais globalement, il sert. Et du coup, si vous pouvez virer votre Lugia ou votre Luminéon pour partir sur une game full one prizer et prendre moins de risques, c'est pas déconnant. Après, Lugia, c'est un très bon attaquant, Lugia V-Star, parce que la V, pour la V, Osef, mais la V-Star est un bon attaquant.
mais une fois qu'il a fait son taf, on peut le dégager avec Stun Ruin. Pour ce qui est des énergies, parce que vous l'avez capté, le principe du deck c'est d'accélérer 20 milliards d'énergie. Du coup, il faut faire un choix très important sur ces énergies, parce que c'est pas comme les énergies de base, vous pouvez en avoir que 4 de chaque, tout simplement. Du coup, pour moi, voici mon spread. 4 jets, 4 cadeaux, 3 DTE, double énergie turbo en français, 3 brumes, 2 gardes, enfin de V-garde, et une thérapeutique. Maintenant, voilà l'explication. Énergie jet, c'est excellent, ça permet de conserver les énergies en jeu, de switcher de Pokémon si besoin est. Donc dans plein de situations, ça sera utile. Et ça peut servir un peu d'énergie sacrifice pour battre en retraite ou pour charger le Pashmila. Mais il faut les garder pour la fin de game, dépendant pareil des match-ups. Toujours bon de la garder de côté. Ensuite, la meilleure énergie du deck, et probablement l'une des meilleures cartes du deck de manière globale, c'est l'énergie cadeau. Puisque vous avez vu, on est sur que des Pokémon à one price qui peuvent se faire one shot très facilement. Et l'énergie cadeau, pour ceux qui ne la connaissent pas, si le Pokémon est mis KO, donc la carte auquel cette carte est attachée est mis KO, vous piochez 7 cartes. Enfin non, jusqu'à avoir 7 cartes en main. Pas piocher 7, ça serait un peu absurde. Mais jusqu'à avoir 7 en main. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a des objets qui peuvent se burn ultra facilement. Des trucs de défausse, etc. C'est pour pouvoir revenir très facilement dans la game avec énergie cadeau. Donc c'est une carte qu'il faut impérativement, qui est extrêmement forte dans le deck, et 4 copies, c'est obligatoire. Surtout maintenant qu'on a un deck full one prize, c'est passage obligatoire. 3 double turbo. Double turbo, ça va surtout servir pour faire taper Aeropteryx dépendant des situations, Lugia et Ronflex. Pas Pashmila. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Pashmila, vous avez compris, il tape à 70 par énergie spé. Mais il a un petit twist, c'est par carte énergie spéciale, pas par énergie spéciale. Parce que la double turbo, dans le concept, elle donne 2 énergies incolores. Mais Pashmila, lui, quand vous lisez la carte en français, même en anglais d'ailleurs, il parle pas d'énergie spéciale, il parle de carte énergie spéciale. Donc, pour lui, la double turbo, il parle pas d'énergie, il parle de carte. Donc, la double turbo est une seule valeur pour Pashmila. Et s'applique quand même le contre-coup de l'énergie double turbo, parce qu'elle est attachée quand même. Donc, ça donne bien les 2 énergies. Pour Pashmila, c'en est qu'une. Mais il va quand même toujours vous faire les moins 20. La double énergie va quand même vous faire les moins 20 de dégâts qui sont prévus de base. Donc du coup, Pashmila, il va pas faire un multiple de 70, il va faire un multiple de 50. Vous verrez qu'au niveau des maths, c'est pas important du tout, dépendant, pareil, des match-ups, comme d'habitude. Mais c'est pour ça que la double turbo, je préfère la garder de côté pour Lugia, pour Ronflex, éventuellement pour Aeropteryx. Énergie brume, c'est la nouvelle carte énergie spéciale qui est sortie dans SV5, dans Force temporelle, pour être précis. Elle est exceptionnelle. Pour être tout à fait honnête, elle est exceptionnelle. Le Pokémon auquel cette carte est attachée ne prend pas les effets d'attaque. Alors, ça c'est un petit peu épicé. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les rulings, ou qui connaissent pas énormément, vont se dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi un effet d'attaque? Tout d'abord, pour prendre en exemple justement, Pashmila, il fait pas des effets d'attaque, il fait une attaque qui fait des dégâts. Voilà, donc là, 70 multiplié, machin. Mais il y a des Pokémon qui vont faire des effets d'attaque. Alors du coup, j'en ai pas en exemple sur la decklist, mais comme carte qui est assez populaire, Ténéfix de Origine Perdue place des marqueurs de dégâts. Donc c'est pas la même chose, c'est pas des dégâts, c'est des marqueurs de dégâts. Et les marqueurs sont des effets d'attaque, puisque il va, c'est pas, le chiffre n'est pas écrit sur la carte directement. C'est pas marqué, mettez 120 dégâts dispersés où vous voulez. Non, c'est 12 marqueurs, un marqueur est égal à 10 PV, 12 marqueurs où vous voulez. Sauf que ça, vous voyez, ce n'est pas des dommages, c'est des marqueurs de dommages. Du coup, ça devient un effet d'attaque. Les effets d'attaque aussi, ça peut être 30 dégâts et le Pokémon de votre adversaire est maintenant paralysé. Ça fonctionne pas. Enfin, les dégâts fonctionneront, mais les effets, donc déclencher la paralysie, tout ça, ça marche pas.
Et comme autre exemple très populaire, Giratina Vestar, qu'on verra plus tard, a sa puissance Vestar qui fait KO, le Pokémon adverse est mis KO. Et ben tout simplement, avec l'énergie brume, ça marche plus, tout simplement. Donc c'est une carte voilà, qui est très 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 importante dans pas mal de match-up, donc il faut juste la placer au bon moment, on va dire ça comme ça. Énergie garde V. Alors, il y a beaucoup moins de V dans le format que passé un temps, ça vous en doutez, et c'est tout à fait logique. Mais elle est très utile, puisqu'il y en a des V dans le format, il y en a toujours. Et du coup, ça peut vous permettre de tanker des petites choses. Par exemple, Lugia Vestar, si on a une énergie garde V dessus et que en face c'est un V qui nous tape, on prend 30 dégâts de moins, donc c'est plutôt agréable. Et c'est surtout un combo très puissant qu'on parlera plus tard. Si en face l'adversaire a Giratina Vestar, vous attachez une énergie brume, une énergie garde à votre Lugia, et ben il se fait pas one shot par impact perdu, la grosse attaque de Giratina qui inflige pile poil 280, et il prend pas le V-Star Power non plus. Donc votre Lugia va forcément tanker contre Giratina. Donc c'est très 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 puissant. Et sinon, si vous affrontez pas de Pokémon, de deck avec un Pokémon V, c'est une énergie un peu sacrifice pour Pachmila, pour battre en retraite, tout ça. Ça c'est ok. Ensuite, énergie thérapeutique, la petite dernière, en x1. Pourquoi? C'est pour Ronflex, parce que c'est l'énergie qui va lui permettre de spam attaque. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce Ronflex, il a 150 PV, il a un talent qui fait qu'il prend pas les effets d'attaque, donc comme l'énergie brume, donc pas besoin de lui attacher d'énergie brume justement. Et ensuite, son attaque, pour 3 incolores, vous infligez 180 dégâts, donc déjà, c'est pas mal. Et lui, s'il déclare cette attaque, il est endormi, et en fin de tour, il doit lancer 2 pièces, 2 faces. Enfin, il doit faire 2 fois face pour se réveiller, alors que le sommeil, c'est une seule fois face, ça réveille. Bah là, il faut faire les 2. Mais du coup, l'énergie thérapeutique, elle vous dit, le Pokémon endormi n'est plus endormi. Donc vous allez attacher l'énergie thérapeutique sur Ronflex, il va plus pouvoir dormir, son attaque le fait plus dormir, et vous pouvez faire 180 tous les tours. Donc c'est très très bien dépendant de certains match-up. Et globalement, l'énergie thérapeutique, elle sert que pour Ronflex. Si vous avez un match-up où vous n'avez pas besoin de Ronflex, l'énergie thérapeutique, vous l'attachez où vous voulez, ça importe peu. Et donc voilà pour ce qui est des explications de la decklist. Évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Parlons maintenant des techs, c'est-à-dire des cartes à ajouter dans le deck en remplacement de certaines autres, qui peuvent s'avérer, dis donc, c'était compliqué, s'avérer utile contre certains match-up ou dans certaines situations, etc. La première, celle qui est très bien et qui peut vraiment s'entendre, on va dire, c'est Mew X. C'est une carte qui est très très forte, hein, ça vous le savez tous, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le jeu. Pourquoi pourquoi cette carte est forte? On va voir ça avec des intérêts, en voyant les intérêts et les inconvénients de la carte. Tout d'abord, c'est un moteur de pioche. Alors certes, il fait piocher que jusqu'à avoir 3 cartes dans la main, mais c'est toujours utile. Sachant que la gift, des fois, elle peut ne pas fonctionner. Un temple de Sinnoh, se la faire défausser, etc. Aussi, c'est un pivot, parce qu'il n'a pas de coup de retraite, donc ça fait que le Pokémon peut switcher, peut bouger très facilement. Donc ça, c'est plutôt agréable d'un point de vue de gameplay, on va dire. Et il copie n'importe quelle attaque. Il est très très facile à charger, parce que vous voyez 3 incolores, merci à Aeropteryx pour les travaux. Voilà. Du coup, il va lui-même pouvoir aller one-shot Giratina Vestar, etc. Ce genre de choses. C'est très 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 fort dans le principe. Ses inconvénients. Il prend une place dans le deck et dans le banc. Et pourquoi je précise le banc? Parce que il n'a pas vocation de se prendre un stade en ruine. Du coup, ça fait qu'il prend de la place. Non seulement il demande une place dans le deck, mais ouais, il est surtout présent sur le banc.
Et des fois en post-actif, dépendant. Et le problème, c'est que il n'y a pas des masses de place en fait sur un banc de Lugia. Il y a Lugia en actif potentiellement, 2 Aeropteryx, 2 Chinchidou, et le dernier spot, c'est soit il y en a pas parce qu'il y a eu Stade en ruine, soit un free spot pour le on sait jamais, l'histoire de Luminéon ou ce genre de choses. Du coup, ça serait Mew qui prendrait cette place, et il n'a pas envie de bouger. Donc ça fait que si l'adversaire pose un stade en ruine, vous allez être obligé de le dégager et il aura été là un peu pour rien. Donc c'est pas super agréable je trouve. Et comme je l'ai dit, il prend une place dans le deck, ça veut dire que vous allez devoir dégager quelque chose pour le mettre. C'est un peu problématique. Autre problème qu'il a, c'est que c'est un two-prizer, donc il donne de récompenses, qui est très fragile. Type Psy, type Psy, faiblesse ténèbres, donc déjà c'est vraiment pas bon dans un format où Dracofeu il est ultra présent. Enfin déjà Dracofeu il tape à 180 dégâts de base, donc voilà, c'est déjà un peu niqué. Mais 180 c'est ultra fragile, et ça donne de récompenses. Donc c'est vraiment... c'est un peu dangereux en fait. Sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, on aime avoir un deck basé à une récompense, en fait. Donc, ça marche pas trop avec Mew. Même si, comme vous le voyez, Mew est quand même très très puissant. Dernière chose, il coûte un peu cher en énergie. Alors, vous allez me dire, oui, mais Pashmila, pour one-shot un Dracofeu, faut qu'il monte à 5 énergies sur lui, alors que Mew, il y en a besoin que de 3. Oui, mais si vous partez du principe que Pashmila, il a besoin de genre 5 énergies sur lui. Allez, 4. 4 histoire d'être un peu large. Il y a Lugia aussi qui a besoin d'énergie quand même. Ça fait que entre Pashmila, Ronflex et Lugia, il n'y a plus des masses d'énergie potentielle en fait. Du coup, Mew, les énergies qu'il va avoir sur sa gueule, il va coûter super cher en fait. Et il y a des chances qu'on se retrouve un peu dans la panade en fin. Voilà. Mais globalement, sur les quelques techs que je vais vous présenter, Mew, c'est la carte qui a le plus de sens. Mais tout dépend de ce que vous comptez affronter. Si vous pensez affronter du Giratina Lost Zone, jouez-le. C'est toujours bon à prendre. Même si je ne suis pas encore parfaitement convaincu. Mais admettons. Deuxième tech, Bruyvern X. Alors là, c'est très 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 spécifique. Mais c'est très fort dans le concept. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Stage 1 à 260 PV, type dragon, donc pas de faiblesse, qui a une première attaque excellente, c'est pour 2 incolores, donc c'est-à-dire rien pour Lugia, hein. 70 dégâts, c'est pas beaucoup, mais vous verrez qu'on s'en fiche. Durant le tour de l'adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les Pokémon de base de l'adversaire. Globalement, si votre deck, si le deck de l'adversaire en face, c'est un deck full basique, vous mettez ça, vous déclarez l'attaque, et vous avez gagné. Donc comme je vous le dis là, comme vous le voyez sur la présentation et que je vais dire à voix haute, ça auto-win contre les decks mono-basiques comme Ancient Box par exemple, ou Future Box, on en parlera plus tard. Globalement, ça permet des auto-wins. Mais vous allez voir, il y a quand même des sacrés inconvénients. C'est un pivot, parce que lui aussi n'a pas de retraite. Vraiment, il n'a pas de faiblesse, il n'a pas de résistance et il n'a pas de retraite. Hein. Il n'y a rien en bas de la carte. Mais voilà. Et il est très facile à mettre en place parce que c'est votre base, son évolutif, une double énergie ou 2 énergies, genre votre attache du tour et le tour d'après, et ça suffit. Donc voilà, très facile à mettre en place. Ses inconvénients, il est très facile à mettre en place, d'accord, il est très très simple à contrer. En fait, vous allez auto-win contre des decks à mono basique si vous jouez en premier et que vous startez... alors, je crois que c'est Sonistrel, le nom de son base, mais Noibat en anglais. Parce que là, si le deck One Prize, le deck basique en face, il vous attaque pas T1, vous gagnez instant. Mais c'est qu'une seule carte. Du coup, vous allez très probablement start sur autre chose. Et l'adversaire, il va pouvoir jouer tranquillement autour de Bruyvern. Du genre, le renvoyer sur le banc avec, Attrape Ultime. Prime Catcher, là, Apex, vous voyez.
suivi d'un ordre du boss. Parce que du coup, si Bruyvern retourne sur le banc, ça, si vous voulez, réinitialise la carte. Du coup, c'est très facile de jouer autour. Mais si l'adversaire n'y arrive pas, bah, ça va vous donner des match-ups extrêmement... Enfin, ça va vous donner des match-ups sur un plateau d'argent, quoi. Aussi, ça vous fait vous baser votre strat uniquement sur une seule carte. Donc ça veut dire que si elle est dans les prizes, votre game plan il va être un petit peu cassé, quoi. Et sachant que dans le deck, il va prendre deux places. Son base et son évolutif. Enfin, Bruyvern et... je crois que c'est Sonistrel. Il faut que je vérifie après cette vidéo. Du coup, ça prend deux places. C'est beaucoup. Donc, si je vous dis que Mew, c'est déjà... c'est un peu problématique, alors imaginez si vous devez mettre deux cartes plutôt qu'une. Et... ben, il a plein de match-up où il va juste servir à que dalle et vous faire chier à avoir des ouvertures nulles. Enfin, si vous startez Sonistrel c'est autre chose. Sonistrel, face à, je sais pas, du Lost Box. Enfin, quoique, non, face à du Lost Box, ça va. Mais face à Giratina Lost Zone, eh ben, ça va être très compliqué parce que bah, il va être là, il va servir à rien. Et évidemment, votre adversaire, il va pas forcément vous le tuer, hein. Si la carte est inutile, il va peut-être la laisser en jeu. Donc voilà, c'est une carte qui prend... enfin, c'est une tech qui prend beaucoup de place, mais qui est très forte. Mais si l'adversaire arrive à jouer autour, bah, elle est complètement useless. Et la dernière tech dont je voulais vous parler, c'est la ceinture maximale, ou maximum, je sais plus, c'est soit maximal, soit maximum en français, ou maximum belt en anglais. Ça, je connais le nom anglais. J'ai que deux arguments de chaque côté, parce que c'est un outil, donc il y a un peu moins à dire. Il y a des... Enfin, pour ce qui est des intérêts de la carte, ça vous permet des KO beaucoup plus simples à prendre, parce que bah, ça fait quand même plus 50 dégâts. Et du coup, ça fait que Lugia et Ronflex, j'ai mis Snorlax, mais c'est Ronflex, ben, ça devient des vraies menaces contre certains decks. Pour vous dire, Lugia avec deux doubles turbos, ça n'arrivera jamais, mais Lugia avec deux doubles turbos, vous lui attachez la ceinture, et ben, il va aller one-shot des Rugilune ou des Pommes de Fer. Donc c'est très très bon. Et Ronflex pourra le faire pareil, si vous attachez pas de double turbo dessus. 180 dégâts natifs, et 50 grâce à la belt, la ceinture, bah, ça fait 230. Donc ça prend Rugilune, ça prend... j'ai perdu son nom, Pomme de Fer. Voilà, ça prend Pomme de Fer aussi. Pour ce qui est des inconvénients, bah, ça perd en consistance, parce que si vous avez pas enfin si vous jouez ceinture maximale, ça veut dire que vous n'avez pas la Master Ball. Et ça, c'est un énorme problème, puisque Master Ball qui vous dit ajouter un Pokémon de vos decks à votre main, c'est quand même vachement bien. Là, vous allez juste booster vos dégâts. Et aussi, bah, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qu'on appelle un win more, c'est-à-dire que de base vous gagnez, bah là vous allez encore mieux gagner, et du coup ça n'a pas des masses d'intérêt, je trouve. Parce que, admettons, vous affrontez Baojian. Bah, votre Lugia, il peut déjà de base one-shot Baojian. Il peut pas one-shot Pomme de Fer. Mais Pomme de Fer, c'est un autre attaquant qui arrivera pas tour 1. Donc ça veut dire que si vous attachez une énergie, enfin la ceinture dessus, ou sur Ronflex, bah ouais, le Ronflex il pourra prendre Baojian. Mais Pashmila il le fait déjà, et il n'a pas besoin de la belt. Donc je trouve qu'il y a pas mal de situations où la belt ça va être juste du win-more. Donc vous gagnez, bah vous allez encore mieux gagner, du coup ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je préfère garder en consistance et avoir la Master Ball. Voilà pour ce qui est des techs et de la decklist. Maintenant, on va parler metagame et match-up, parce qu'il y a l'Intercontinental Europe qui arrive ce week-end, donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche à sortir cette vidéo. Et là, vous le voyez, j'ai affiché Temporal Forces, puisque c'est non seulement post-rotation, mais avec une nouvelle extension, donc on va en parler en profondeur. Pour moi, voici ce qui pourrait être le metagame de l'UIC. Voilà, sous forme de cercle de camembert, dirait-on. De camembert avec un trou. Donc finalement, c'est pas un camembert. Mais je trouvais ça plus visuel. Bref, qu'importe.
D'abord, je vais vous dire. Pour moi, il y aura 6% de Other, donc ça sera des trucs, des builds un petit peu surprenants, ou genre Dialga, ou du Arceus Goopix, ou ce genre de choses. Des trucs pas très présents, mais qu'il faut noter quelque part, quoi. Ensuite, il y a Ancient Box. On en parlera plus en profondeur. Pour moi, 4%, Gardevoir, parce que maintenant que les gens ont réussi à trouver des vrais compos avec Gardevoir, ils vont le jouer, donc 4%. Irfoudre, parce que c'est la hype dessus, mais le deck est pas non plus excellent, donc 4%, il y en aura quoi. Il y en aura dans la salle, mais est-ce que c'est des menaces? Je sais pas trop. Là, j'ai noté Arctina. J'ai mis 2 i, j'ai oublié, j'ai pas fait gaffe. Arceus Giratina, le duo ensemble est revenu et est très populaire, et il est très cool aussi. Donc il fallait le noter, et c'est un deck qui peut un peu surprendre, parce que il y a eu une montée de hype, et la hype redescend sur Arctina, donc voilà. Mais vous le verrez, dans tous les cas. Stall ou Control, ou les deux, je les ai mis ensemble, parce que c'est un peu le même style de gameplay. Je les ai mis ensemble. Il y a une grosse hype dessus, puisque le deck est très bon, peu importe que ça soit Stall ou Control d'ailleurs. Donc voilà, préparez-vous à en voir. Ensuite, on arrive dans le top 5, on va dire, des decks les plus représentés. On a Future Box qui a un gros effet de hype, puisque le deck est quand même assez bon et fabrique de très bons match-up, on va dire. Il a un très bon match-up face à Lost Zone Box, face à Tina, notamment. Donc c'est très agréable pour lui. Euh, donc il y a de la hype, et il contre des decks qui vont être assez présents, donc c'est vraiment pas mal. Donc pour moi, 7% à peu près. Lost Zone Tina, parce que c'est Lost Zone, parce que c'est Tina, c'est exceptionnel dans tous les cas. Le deck a jamais été mauvais, il a toujours été très bon. Évidemment qu'il va y être. Évidemment qu'il va être présent. Donc pour moi, à peu près 9% de la salle va jouer Tina. Ensuite, 11% de Baojian. Bah c'est simple. Le gros problème qu'avait le deck, c'est de se manger des Sentiers Blanchimes. Bah, il les a plus. Sentier Blanchime n'existe plus, donc Baojan peut s'amuser et remonter dans les usages, et c'est pour ça que je pense qu'il y aura à peu près 11% de la salle qui jouera Baojan. Je peux me tromper, hein, d'ailleurs, ça se trouve mon classement il a strictement aucun sens, mais voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Lost Zone Box. Alors, quand je dis Lost Zone Box, c'est pas avec Giratina, c'est comme le Sablezard, où c'est que des Pokémon de base qui se set up avec du Mirage Gate ou ce genre de choses. Donc pour moi, les Japonais font des tier lists toutes les semaines, et Lost Zone Box, bah, il est quand même sacrément monté en usage ces derniers temps, donc bah, ça sera très probablement pareil chez nous. Voilà, il faut le noter. Ensuite, Lugia, ça sera pour moi le deuxième deck le plus représenté, puisqu'il a eu un up de fou furieux, un Pashmila et l'énergie brume font un taf de dégénéré, donc il va revenir très très haut dans le format très très vite. Du coup, ça fait que ça va être un deck un peu attendu. On en parlera plus tard. Et pour moi, le deck qui va être le plus attendu et le plus joué, ça sera Dracofeu. J'imagine à peu près 19% de la salle, parce que le deck est excellent. Il a un Pokémon qui tape exceptionnellement fort, qui a beaucoup de PV, qui se setup tout seul, il a accès à Roux Carnage. Bref, c'est le meilleur deck Dracofeu pour le moment, donc logique. Logique. Voilà pour ce qui est de mes spéculations sur le metagame de l'IUIC. Je peux me tromper, mais voilà, ça vous donnera une idée du format, et je pense que c'est relativement solide par rapport au futur du jeu. Passons maintenant sur les match-up, la partie la plus conséquente de la vidéo. Donc j'ai noté les 11 decks du graphique, je les ai notés pour les match-ups de Lugia. Donc on commence avec Ancient Box. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des nouveaux decks de SV5 avec le Rugilune que vous voyez là. Il y a un petit Coraidon qui était dans les kits d'AP.
qui était aussi une promo d'AP d'ailleurs, très jolie. C'est une box à One Prizer. Donc, ça peut forcément poser des problèmes. Et pour moi, c'est un mauvais match-up de Lugia. Pas grand-chose, mais c'est un mauvais match-up de Lugia. Environ 45% de chance pour Lugia. Voilà. Pour vous donner une répartition, 45-55. Pourquoi c'est fort face à Lugia? C'est que des One Prizer, donc déjà, c'est pas mal. Et ces Pokémon vont avoir pile assez de PV pour être des problèmes sur certains de nos attaquants. Les attaquants principaux de Ancienne Box, ou Pasta Box, je vais l'expliquer comme ça en vidéo. Pasta Box, pourquoi j'appelle ça Pasta Box? Alors que ce n'est absolument pas des pâtes, mais c'est quand même une box. Passé, le temps passé, voilà, ce qui s'est passé avant, en anglais, ça se dit past. On est d'accord. Une box, dans le milieu du TCG, c'est un deck où il y a plusieurs trucs. Donc là, il y a Rugilune, il y a Coraidon, il y a Flotte-Mèche, il y a potentiellement Ramp L, etc. Donc une box de plein de trucs. Là, ça fait une past box. Sauf que c'est très chiant à prononcer, past box. Past box. Vous voyez, même là, j'ai galéré. Et ben du coup, on va ajouter une voyelle pour que ça soit prononçable. Past box, pasta box. Allez, du coup, ça sera pasta box. Voilà. L'explication a été faite. S'il vous plaît, adoptez ce nom, il est exceptionnel. Donc oui, avec les capsules, il va passer à 200 de PV, c'est Rugilune, c'est Coraidon, et du coup ça fait que Ronflex ne peut plus les taper, et ça c'est vraiment problématique, ça veut dire que vous allez être dépendant de Lugia, qui donne de récompenses, et Pashmila, qui, vous en avez un stock limité. Donc du coup, pour moi, ce qu'il faut faire, vous allez commencer par forcer à attacher les capsules booster avec votre Ronflex. Parce que Ronflex, il y one-shot tout le deck, sauf s'ils ont des capsules. Donc, si l'adversaire vous voit commencer à attaquer avec Ronflex, il va faire « Ok, il faut que je mette les capsules, comme ça je suis plus à portée de KO ». Donc, vous allez les forcer, comme ça derrière, vous prenez les KO avec Lugia ou Pashmila, par exemple, et votre Ronflex, en fin de partie, il pourra attaquer lui aussi. Donc, ça vous fait un autre attaquant. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire taper Lugia en early, puisqu'il a 280 PV, donc il devrait tanker un ou deux tours potentiellement. Mais, quand je dis early, c'est en début de partie. Mais il faut surtout pas qu'il se fasse mettre KO, puisque ça donne 2 récompenses. Et donner 2 récompenses, c'est un vrai problème de manière générale, mais surtout face à Ancienne Box qui a uniquement des Pokémon à 1 récompense. J'ai dit Ancienne Box, non, Pasta Box. Voilà. Du coup, il faut pas qu'il se fasse mettre KO. Donc c'est pour ça que vous allez utiliser votre stade en ruine dans votre deck. Vous pouvez faire 1 ou 2 attaques de Lugia. Si vous pensez que l'adversaire n'est pas capable de vous le one-shot ou je sais pas, vous pouvez commencer à mettre la pression avec, ou avec votre Ronflex. Dans tous les cas, votre Lugia, il doit pas se faire mettre KO. Donc vous pouvez mettre stade en ruine pour lui. Ensuite, n'utilisez jamais Luminéon, c'est pas compliqué. Vous avez comme priorité de dégager le Lugia sur stade en ruine, et si vous dégagez un Pokémon sur stade en ruine, ça vous fait pas de place de banc, et vous avez qu'un stade en ruine, donc s'il se fait dégager, vous avez à nouveau votre place, et du coup vous avez votre place pour Luminéon, mais il est hors de question de le mettre. Il a 170 PV, il donne 2 récompenses. C'est très peu, donc c'est simple, vous n'allez jamais utiliser Luminéon pour vous ne l'utiliserez jamais. C'est pas compliqué, jamais. Pour continuer ce qu'il faut faire, vous allez économiser sur les Pashmila. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vos attaquants de fin de partie. Au début, vous attaquez avec Ronflex et avec Lugia. Et vos Pashmila, ça sera les attaquants de fin de partie. Puisque Lugia, il va pouvoir one-shot tout, Ronflex, il pourra pas prendre les Pokémon avec les capsules. Donc, vous allez devoir passer par Pashmila. Et Aeropteryx, il sert littéralement à rien dans le match-up, par contre. Et faites gaffe aussi à Flotte-Mèche. J'en ai pas parlé. Le Flotte-Mèche, ça fait que le Pokémon actif n'a pas de talent. Donc si vous avez Lugia sur poste actif, faudra le bouger. C'est pour ça qu'il y a 4 énergies jet dans le deck quand même. Et globalement, ce que je préfère faire et qui me semble être le plus juste,
Si c'est vous qui peut attaquer en premier, donc vous avez fait, enfin vous étiez go first, l'adversaire n'a pas pris le premier KO ou les premiers dégâts avec, enfin sur son T0, enfin sur son T1 de go second, je vais y arriver. Lugia doit prendre les premiers KO, évidemment. Et même de base, il faut absolument pas qu'il se fasse prendre des dégâts. Donc à la limite, si votre, je sais pas, si votre Ronflex il prend des dégâts en début de partie, si vous avez start dessus, c'est pas si grave. En fait, Lugia, il doit être capable d'enchaîner 2 récompenses avant de se faire mettre KO. Si vous avez pris le lead de 2 récompenses, c'est bon. De 2 récompenses avec Lugia. Parce que si vous revenge KO, c'est bien, il a pris 2 récompenses. Maintenant, on va partir sur un match en full one prizer. On est à 4-4 sur les récompenses. Voilà. Du coup, voilà pour ce qui est du match-up Ancient Box, qui est très technique et qui dure très longtemps. Parce que full one prizer des deux côtés, la game avance à son rythme. Ensuite, Gardevoir, qui est de retour. Pour moi, c'est un bon match-up selon... Enfin, pour moi, pour Lugia, bref, d'après moi, pour Lugia, à peu près en 55-45. Ouais, à chaque fois, les chiffres vont être assez équilibrés, mais vous verrez qu'il y a quand même une... comment dire, il y a quand même un départage d'un côté. Gardevoir, maintenant, il se base que sur des Pokémon à une seule récompense. Avant, il avait potentiellement Zacian. Voilà. Lui, il va jouer uniquement ses Pokémon à une seule récompense. Donc, il va être extrêmement dépendant de ses Kirlia, fatalement. Parce qu'il n'a plus accès au Kirlia... Comment Marche Mirage, je crois que ça s'appelait comme ça. Du coup, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'attaquer les Tarsals. C'est Tarsal en priorité qu'il faudra, puisque ça va limiter son nombre de Kirlia on board. Donc le truc qui peut être pas mal, c'est de les forcer, pas avec Pashmila, avec Ronflex. En parallèle, votre Lugia, il attaquera jamais. Ou alors, le seul scénario où je peux accepter qu'il attaque, c'est s'il prend 2 récompenses, si votre adversaire prend 2 récompenses. Enfin, si vous prenez 2 récompenses avant votre adversaire. Genre que vous tombiez à 4 et lui à 6. Parce que juste derrière, il va vous prendre les 2 récompenses sur Lugia, de manière assez obvious. Là, et après, vous partez sur une game full one prizer. Donc, si vous pensez avoir le temps de prendre 2 récompenses et votre adversaire 0, allez-y, attaquez avec Lugia. Sinon, si la go first, tout simplement, si Gardevoir à go first, Lugia n'attaquera jamais, vous lui mettez Stadorwin dans la tronche, tout simplement. Et vous partez directement sur une game full one prizer. En parallèle, c'est Ronflex le meilleur attaquant en début de game. C'est obvious. Hein, c'est le one prizer, c'est votre one prizer qui coûte le moins cher, mais qui tape le plus fort. Parce que Pashmila, il tape très très fort, mais il coûte beaucoup plus cher. Alors que l'autre, une DTE, une thérapeutique, et ça part tout seul. Donc, priorité à Ronflex en début de partie. Ensuite, vous visez la Gardevoir X, vous lui pétez la gueule dès que vous pouvez, une fois que Lugia est viré. Parce que si vous prenez 2 récompenses sur Gardevoir, c'est bien, vous allez prendre 2, mais derrière, si lui aussi il prend 2, vous avez un peu fait ça un peu pour rien. Donc, une fois que vous avez viré votre Lugia, ou qu'il a été mis KO, qu'importe, ça dépend de l'avancement de la partie, vous visez la Gardevoir X. Parce que vous avez trop de trucs en jeu à ce moment-là de la game, donc vous visez le Gardevoir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va en reposer un, super, vous allez le re-KO parce qu'il y a des heures du boss dans le deck. Donc voilà, grosse priorité à la X une fois que Lugia a été viré. Et dans ce match-up, généralement, tout peut attaquer. Donc ça c'est plutôt agréable, puisque ces Pokémon attaquants, ils sont très faibles en PV, et il est obligé de leur attacher des outils et de mettre des dégâts dans la tronche avec le talent de Gardevoir. Donc ces Pokémon seront très faibles en PV, donc tout peut attaquer, et même Aeropteryx, parce qu'il a quand même 120 dégâts natifs, donc il y a des mondes où mettre une double turbo sur Aeropteryx, c'est bien.
Là, il faut juste que vous soyez, enfin que vous fassiez les trucs bien, quoi, que vous gériez bien vos énergies. Donc pour moi, voilà, Gardevoir, le match-up, il est bon. Ensuite, Irfoudre, le match-up, il est excellent, je pense même. Bah, c'est pas compliqué. Lui, il doit faire une game qu'avec des two-prisers pour Irfoudre et Pelage Chablé éventuellement. Vous avez que des Pokémon à une récompense qui sont capables d'aller les buter, les Irfoudre et les Pelage Chablé. Donc on est bon. Là-dessus, on est bon. Votre plan de jeu, ça sera de prendre 2-2-2 en récompense. Pas compliqué, ça sera probablement Pelage Chablé, Irfoudre, et la game, elle est bien. Euh, L'idéal, ça serait que Lugia prenne 2 récompenses sur Pelage Chablé, parce que Pelage Chablé, il a pile poil 220, et votre Lugia, il tape à 220. Donc ça, c'est là-dessus, on est bien. Ensuite, bah, vous faites votre game qu'avec Pashmila, puisque Ronflex, il tapera pas assez fort, Aeropteryx, il tapera pas assez fort. Donc globalement, vous y allez à coup de 2-2-2 avec Pashmila. Il est obligé de le revenge KO parce que bah, derrière, il va se faire allumer. Voilà, c'est pas compliqué. Le match-up est très bon. Vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Juste, voilà, petite priorité à Lugia si vous pouvez prendre de récompenses. Et après, on est bon. Arceus Giratina, le match-up il est bon aussi, mais un tout petit peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Arceus Giratina, il joue énormément de cartes de disrupt de main, des juges, des machines. Du coup, ça fait que vous allez être dépendant de votre énergie cadeau. Donc ça fait que si vous en avez plus ou autre, ça va devenir compliqué. Donc c'est pour ça que je mets énergie cadeau supérieure, 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 puisque ça va être votre meilleur pote dans le match-up, tout simplement. Il faut attacher l'énergie garde V sur Lugia Vestar, précisément. Parce que Giratina, Vestar, il est capable de one-shot Lugia avec son attaque. Mais si vous avez la garde V, c'est plus possible. Et ça, c'est très bien. Sachant que Arceus, enfin Arctina, je vais dire comme ça, Arctina pour Arceus, Giratina, il n'a pas de carte pour défausser ou gérer les énergies spéciales. Donc, votre Lugia va forcément tanker le truc en fait. Donc ça c'est pas mal. L'idéal c'est que votre Lugia puisse attaquer, mais uniquement pour prendre des two-prisers. Donc prendre un Arceus ou un Giratina, ou un ver de fer s'il a start dessus. Voilà, ce genre d'idée. Sinon, tout dépend du setup de l'adversaire. Donc on va pas trop stipuler dessus, mais Lugia, il est là pour prendre des two-prisers. Donc genre two-shot un Giratina si vous avez une énergie garde V, two-shot un Arceus, enfin voilà, ce genre de choses. Two-shot, ça devient une possibilité dans ce deck, hein, parce que si vous mettez la garde V sur votre Lugia, il n'y a rien qui le one-shot. Donc ça c'est plutôt agréable. Pashmila, c'est le seul bon attaquant du deck. Parce que Ronflex, il tape, il two-shot Arceus et Giratina, mais il va bien se faire défoncer derrière. Donc c'est Pashmila qui sera l'attaquant principal. Ça tombe bien, vous avez besoin de 3 attaques de Pashmila pour terminer la game, et vous avez 3 Pashmila. Dans l'idée, on est bien. Mais si Lugia, il a pu prendre 2 récompenses, là on est très bien. Votre game plan, c'est des récompenses en 2-2-2. Puis de toute façon, l'adversaire, il va jamais vouloir attaquer avec Castorno ou Rongourmand, donc il va être obligé de mettre des Pokémon à 2 récompenses devant, donc là, vous êtes plutôt pas mal, vous. Ensuite, Stall Control, comme je vous l'ai dit, je le mets ensemble. Pour moi, c'est positif, mais à pas de beaucoup, à 55-45. Lui, bah, vous le connaissez, Stall, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, il va vouloir vous trapper des trucs. Mais le truc que vous avez de bien, vous, c'est que tous vos Pokémon peuvent attaquer. Le Pashmila il attaque, Aeropteryx il attaque, pas assez fort mais quand même, Ronflex il attaque, Lugia il attaque. Il y a juste Luminon qui ne peut pas attaquer pour des raisons obvious. Pour ce qui est de la stratégie à mettre en place, attachez le strict minimum d'énergie. Donc si vous avez enfin, vous pouvez faire toute votre game avec très très peu de Pokémon. Du coup, ben, si vous splittez les énergies et qu'il fait Braum à un moment donné de la game, vous allez le sentir passer. Alors que si vous setupez, enfin, vous allez préparer le setup, on va dire, d'un seul Pokémon, ben, il va faire Braum pour une, et vous avez genre 14 énergies dans le deck encore. Donc on n'est pas trop mal. Contre Stall pur, donc la version qui n'attaque pas,
Bah, vous pouvez vous en tirer avec un seul Aeropteryx, sincèrement, parce que bah, si vous perdez un ou deux tours, c'est pas très grave. Faites votre game avec un seul Aeropteryx, ça vous permet de, enfin, ça va vous permettre de moins dig dans le deck et de sortir moins de ressources. Donc ça c'est pas mal. Priorité à Lugia pour l'attaque, puisque en ayant 220 PV, vous one-shotez tout, sauf Motisma. Mais Motisma, il va sans doute lui attacher l'énergie, la pierre céleste sylvestre. Donc voilà, Lugia, il one-shot la terre entière déjà. Ça c'est pas mal. Il faut toujours avoir un Pashmila et un Shinshidou. Pas les deux ensemble. Enfin, pas les deux évolués. Je m'explique. Déjà, pour la surprise, c'est toujours sympa. Et il faut toujours avoir un autre attaquant. Parce qu'à tout moment, il peut vous sortir un truc un peu bizarre, le contrôle, et vous one-shot votre unique Pashmila. Et là, vous verrez très très flou. Donc votre game plan, on va dire le board state un peu idéal face à stall classique, on va dire, ça va être Lugia, Aeropteryx, Pashmila, Shinshidou. Vous n'avez pas besoin de plus. Parce que 2 Aeropteryx, ça fait un truc de plus facile à trap. Vous voyez où je veux en venir. Sachant que c'est un évolutif, il pourra pas le remettre depuis la pile de la défaut sur le banc. Donc, faire votre game avec un seul, c'est ok. Il faut target Motisma. Déjà parce que ça donne de récompenses, donc déjà c'est pas mal. Mais aussi, c'est son unique vrai moteur de pioche. Je parle surtout du stall classique. Hein. Du coup, bah, une fois que vous l'avez dézingué, vous pouvez spam les machines, et comme ça vous allez réguler sa main très facilement, alors que vous, bah, vous pouvez spam pioche et faire des supporters, faire plein de trucs. Alors que lui, si vous le faites tourner tout le temps à 6 ou 7 cartes dans la main, bah, c'est compliqué de se faire. Ensuite, la menace, le truc qui va vous embêter, c'est d'avoir Luminéon. Et globalement, le match-up est très bon pour vous, mais si vous faites Erika sur Luminéon, c'est instant lose, ou presque, parce qu'il va jouer des temples de Sinnoh pour vous empêcher de faire énergie propulsion. Et vous avez qu'un seul stade dans le deck. Donc c'est très problématique. Donc ça veut dire que s'il pose le temple de Sinnoh, vous allez mettre stade en ruine, vous allez dégager un truc potentiellement, et vous allez faire énergie propulsion, d'accord. Mais votre Luminéon, il sera toujours en jeu. Donc voilà. Comment faire ça? Eh ben, dès que vous en avez la possibilité, si vous avez machine dans votre main par exemple, histoire de vider un petit peu le deck, ce qui peut se faire, c'est de faire une carte d'ajout de Pokémon de base. Donc si vous avez machine dans la main, on parle vraiment le postulat de base c'est machine dans la main, bah, vous pouvez faire Encens d'évolution, pas du tout, Encens arôme captivant, et faire pile, récupérer le Luminéon, le sortir du deck, et faire machine derrière. Alors là, ça va vous paraître un petit peu con, mais en fait c'est logique, puisque si vous faites machine avant d'avoir sorti votre Luminéon, eh ben, vous avez des chances de le piocher, et que votre adversaire pioche Erika, alors que et dans cette situation, il peut faire Erika, espérer, et voir votre Luminéon, alors que si vous le sortez du deck avant de faire machine, il va finir en dessous du deck, et votre adversaire le verra forcément pas sur Erika. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que Luminéon se prenne à Iono, enfin machine, et surtout pas Stade en ruine, parce que bah, Stade en ruine, le stall, il a quand même un moyen de le ramener, le Luminéon. Donc il faut qu'il retourne dans le deck. Logiquement. Si vous avez vraiment peur de stall, alors, sachant que ça va être genre 5% de la salle, vous pouvez glisser une énergie haut de base pour faire attaquer votre Luminéon, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous jouez à peu près bien, si vous avez un tout petit peu de chance, c'est bon. Sachant que sur les 9 Pokémon de base de votre deck, il n'y a qu'un seul Luminéon. Ça va. Pour pas start dessus, ça devrait aller. Ensuite, Future Box, là par contre, c'est vous qui avez un match-up vraiment pas bon. Mais genre, désastreux, je dirais même. Puisque lui, la Paume de Fer, qui peut vous prendre, qui peut attaquer à 120 dégâts et prendre 2 récompenses à chaque fois, et votre Pashmila, il a 110 PV. Donc c'est la galère. Sachant qu'il a Iron Crown, donc chef de fer, qui va booster ses dégâts. Donc là, c'est une vraie galère. Du coup, pour ce qui est du game plan, bah, déjà, vous allez prier pour qu'il n'ait pas de KO T1. Parce que même avec le Baby Miraidon,
bah ça fait pas tout, parce que vous allez vous dire, ok, il a pris qu'une seule récompense. Ouais, mais derrière, Pomme de Fer, il peut aller choper un Lugia Vestar et prendre 4 récompenses. Enfin, 3 récompenses. 3 récompenses, ça fait 1 plus 3, il lui reste plus que 2, sa price map, elle est rééquilibrée. Si il prend le premier KO avec Pomme de Fer, c'est extrêmement compliqué à partir de là. Ça se joue, tout se joue de toute façon, mais ça va être plus que compliqué. L'idée, il faut que ça soit vous le premier à récupérer 2 récompenses. Parce que si c'est vous qui récupérez les 2 premières récompenses, c'est bon. Mais disons que c'est Futurebox qui a le plus de chances de le faire, de récupérer les 2 premières récompenses, surtout dans un deck basé sur Pomme de Fer. Voilà. Il faut virer Lugia avec Stade en ruine. Une fois qu'il a fait son Vestar, il faut le dégager. Et évidemment, vous utilisez jamais Luminéon. Parce que si vous avez viré votre Lugia avec Stade en ruine, bah, Luminéon, il peut soit plus être posé, soit c'est une grosse idée de merde, tout simplement, de bench Luminéon face à Futurebox. Parce que 3 récompenses, bon, flemme. Si vous avez vraiment peur d'affronter Futurebox, vous pouvez jouer Aspirateur perdu dans Lugia. Par contre, quoi virer pour mettre Aspirateur perdu, je sais pas. Mais voilà, si vous avez vraiment peur de ça, vous pouvez jouer Aspirateur perdu. Mais je pense pas que ce soit un deck qui sera extrêmement représenté ou qui performera énormément. Donc, ça m'a l'air ok d'accepter le fait qu'on peut perdre contre. Ensuite, Lost Zone Giratina, pour moi c'est positif. Parce que c'est du Lost Zone et vous avez Ronflex avec énergie thérapeutique. Donc ça se fait très facilement à partir de là. Puisque votre meilleur attaquant c'est Ronflex. En priorité. Ronflex plus énergie thérapeutique, vous pouvez faire vraiment très très mal à votre adversaire, puisque vous allez pouvoir spam les attaques, et il y a même un monde où vous dites à votre adversaire, soit tu two-shot mon Ronflex, mais moi je te one-shot tout, soit tu tapes avec Giratina Vestar mon Ronflex, et derrière, il n'y a pas Pashmina. Donc, voilà, c'est quand même... c'est un excellent attaquant de début de partie. Même d'un peu tout, en fait. Énergie Brume, c'est la carte la plus importante de votre deck. Puisque si la game va durer longtemps, il va finir par vouloir attaquer avec Ténéfix. C'est obvious. Sauf que vous avez votre énergie brume qui va bloquer l'attaque de Ténéfix. Donc, ce qu'il faut faire, c'est spread les énergies brume sur Pashmila et Shinshidou. En priorité, eux, puisque Shinshidou, il a quand même que 60 PV. Hein. C'est beaucoup trop peu, et c'est pile poil pas assez pour tanker Ténéfix. Donc, passez par là. C'est le plus important. Pour votre Lugia, il peut attaquer dans ce match-up. Il n'y a pas de souci. Puisque il va forcément mettre Giratina à un moment donné ou à un autre, donc vous allez potentiellement lui donner de récompenses, mais lui aussi. Et du coup, Lugia il attaque bien, et il faut mettre énergie, garde V et brume sur Lugia, puisque avec la garde V, impact perdu, ça ne le one-shot pas, et avec la brume, il se prend pas Star Requiem. Donc un Lugia avec ça, Giratina, il fait pas le fier. Il va pas... c'est simple, vous allez le two-shot, lui aussi. Sauf que lui, il va se cramer des énergies et être obligé d'être sur le poste actif. Alors que vous avez Pashmina qui peut one-shot le Tina. Donc on est plutôt pas mal. Il jouera très probablement Temple de Sinnoh. C'est pas sûr, mais il peut, et c'est le meilleur choix qu'il a comme stade, je pense, avec Wensia. Du coup, il faut garder votre stade en ruine de côté, puisque les énergies brumes, ça va lui casser les bonbons. Donc, il faut absolument garder votre stade en ruine pour virer l'éventuel Temple de Sinnoh. Parce que sinon, c'est la galère. Vous pouvez spam machine, c'est le meilleur contre-deck, mais faites-le à partir du mid et endgame. En début de partie, il servira à rien. Donc une fois que la game est un peu avancée, genre que tout le monde a pris 3 récompenses, un truc dans le genre, la machine, ça commencera à devenir une très bonne carte. Donc c'est pour ça, il y en a 3 dans le deck, c'est pas mal. Et en fin de game, machine, ça peut tuer
du Lost Box. Donc ça, c'est pas mal. Et comme je l'ai dit, du coup, spread les énergies brumes sur Pashmina et Shinshido. Ensuite, Baojian. Pour moi, c'est un mauvais match-up. Pour plein de raisons. Déjà, il peut taper avec des Pokémon à une récompense. Non, je déconne, c'est pas ça. Comment dire, il y a un truc à pop dans ma tête. Il a Pomme de Fer. Et Pomme de Fer, c'est une immense menace, tout simplement. Parce que Pomme de Fer, ça prend de récompenses sur Aeropteryx, sur Lugia-V, et même ça prend 3 sur Lugia-V et sur Aeropteryx. Donc Aeropteryx, Pashmila, ça prend de récompenses, donc c'est très embêtant. Lugia-V Star, one-shot pas Pomme de Fer, donc vous pouvez même pas profiter d'un start mauvais. Bon, à la limite, vous avez fait Pashmila, donc c'est ok. Et il a Amphinobi dans le deck, donc il peut aller viser vos Shinshidou. Pas les Pashmila, ils ont 110 PV, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ce qu'il faut faire, en priorité, c'est de bench 3 Shinshidou le plus vite possible, qu'ils évoluent le plus vite possible, comme ça, ils se prendront pas Amphinobi. Ou alors, il y en a qu'un seul qui se prendra Amphinobi, et c'est ok. Admettons que vous avez Go First et que vous pouvez attaquer correctement au deuxième tour, enfin à votre deuxième tour. C'est Lugia qui doit mettre une pression. Il doit mettre la pression de fou et il doit tuer il doit mettre KO les Baojian. Parce que 220 PV, c'est pile poil assez. Ensuite, il faut viser les Glevodo possiblement avec Ronflex. Pas avec Pashmila, parce que Pashmila, c'est votre meilleur attaquant. C'est lui qui va revenge KO plus facilement. Donc vous visez les Glevodo avec Ronflex en priorité. Puisque Ronflex, même avec une DTE, il va one-shot les Glevodo. Les Glevodo, ils ont 160 PV. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il faut viser les Glevodo, parce que à force, il y aura soit plus de super bonbons, soit il va galérer à les trouver. Au bout d'un moment, on est bon. Sachant que si vous finissez sur un board de One Prizer, si vous avez tué 3 Glevodo, c'est plus possible pour lui de faire quoi que ce soit. Donc on serait pas trop mal dans cette optique de viser les Glevodo. Et même s'il y a qu'un seul frigo défoncez-le, tout simplement. Il faut disrupt la main régulièrement avec machine, mais pas en début de partie, parce qu'en début de partie, il va aller trop vite, etc. Donc il faut le bloquer. Ou alors, si vous voyez une brèche, vous faites machine. Mais machine, ça sera votre meilleur aide dans le match-up, on va dire ça comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, évoluez les Pashmila le plus vite possible, et Pashmila, c'est lui qui va prendre que des 2 récompenses, donc Baojian et Pomme de Fer. Obligatoirement. Il va pas les taper les Glevodo. Sauf si besoin, évidemment. C'est, on va dire, dans le principe. Donc voilà, c'est un deck un peu menaçant pour Lugia, et il y a surtout Pomme de Fer qui existe, et ça c'est problématique. Ensuite, Lost Zone Box, donc ça c'est vraiment pour les variantes classiques, où il n'y a que des Pokémon de base, ou Dracofeu Radieux, ou des Two Prizer de base comme Rugilune, Pomme de Fer, tout ça. Globalement, c'est un bon match-up, mais ça dépend de 20 milliards de choses en fait, parce que Lost Zone Box, ça veut tout et rien dire. Mais disons que globalement, c'est un bon match-up pour Lugia. Tout d'abord, on peut se permettre de mettre une grosse pression avec Lugia au début, puisqu'il a 280 PV. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour Lost Box en début de game. Donc il a son intérêt. Ensuite, va falloir prioriser Ronflex avec énergie thérapeutique. Énergie thérapeutique obligatoirement. Globalement, les énergies que vous allez attacher sur votre Ronflex, ça va être énergie garde-V, parce qu'on s'en fout, thérapeutique, pour spam les attaques, et je sais pas, peut-être une propulsion pour l'avoir fait bouger du banc vers l'actif, possiblement. Parce que c'est votre meilleur attaquant. Il a 150 PV, donc votre adversaire le tuera pas en un coup, ou en tout cas en tout début de partie. Et s'il veut le one-shot, il faut soit y aller à coup de sable, enfin de Dracofeu Radieux, et ça n'a pas beaucoup de sens, soit faut y aller à coup de Pokémon à 2 récompenses. Sauf que s'il met un Pokémon à 2 récompenses pour le one-shot, bah, il n'y a pas Shmila derrière. Même délire. Aeropteryx, il peut attaquer dans ce match-up, puisqu'il a 120 dégâts natifs, mais on évite de lui attacher une DTE.
Puisque si vous vous attachez une DTE sur Aeropteryx, bah, il peut plus two-shot les Pokémon à 2 récompenses, genre Aeropteryx, bah non, pas Aeropteryx justement, Rugilune et Pomme de Fer. Bon, il n'y a aucun monde où vous allez two-shot un Rugilune avec un Aeropteryx, mais ce monde existe. Mais si vous attachez une DTE sur Aeropteryx, eh ben, il passe à 100 dégâts natifs et ça fait plus le chaos sur Nigosier. Et c'est tout de suite plus problématique. Donc voilà, Aeropteryx peut taper, mais faites gaffe. Si vous devez taper avec Pashmila, c'est obligatoirement énergie cadeau, énergie brume. Passage obligatoire, vous n'avez pas le choix, sinon vous allez vous faire punir trop facilement. Et évidemment, pareil que pour Lozontina, il faut utiliser Machine en priorité. Enfin, c'est votre meilleur supporter. Mais face à Lostbox, en mid fin de game, pareil, ça va lui coûter encore plus cher qu'avec Tina, j'ai l'impression. Donc, économisez vos machines, c'est le supporter le plus important. Maintenant, le Mirror Match. Alors, il faut l'aborder puisque c'est un deck qui sera populaire, donc vous ferez des matchs miroirs. Mais c'est pas intéressant. Les matchs miroirs de Lugia, c'est pas intéressant. Et même de manière générale, je trouve que les matchs miroirs, c'est pas intéressant. Mais bref, dans le cas de Lugia, votre game plan, ça va être de gagner le toss, déjà, de gagner le lancer de dés. Et le premier truc, c'est le premier qui prend le Lugia V va gagner. Le premier qui prend 2 récompenses gagne, tout simplement. Puisque si votre Lugia V-Star tue Lugia V, on est bon. Vous allez prendre le lead de 2 récompenses. Voilà. Et pareil, si vous arrivez à one-shot Lugia V avec Pashmila, alors là, vous êtes royal, puisque il faut que qu'il garde un autre Lugia, potentiellement, pour faire son Lugia V-Star, et qu'il trouve un moyen de tabasser le vôtre. Donc ça veut dire que dans le même tour, il faut qu'il retrouve un Lugia V-Star et son ordre du boss. C'est pas évident, potentiellement. Ou Serena, d'ailleurs. Donc il faut absolument tuer Lugia V en priorité. Mettre KO. Tuer, ça n'existe pas. C'est pas un vrai terme. Enfin, faut pas le dire. Si vous verrez Lugia V-Star, on part sur une game full One Prizer et ça sera plus long mais plus facile à piloter. Lugia V-Star, globalement, soit il met KO Lugia V, soit vous le dégagez. C'est pas compliqué. Parce que si vous faites attaquer Lugia V-Star sur un Pokémon à 1 récompense, à tout moment, votre adversaire, il prend 2 récompenses derrière. Donc, si Lugia tape, c'est pour prendre 2 récompenses, pour faire un échange équivalent, en fait. Une fois que vous avez viré Lugia, votre meilleur attaquant, c'est Ronflex. Puisque Ronflex, il va coûter pas très cher, il va one-shot tout, il one-shot Aeropteryx, il one-shot Pashmila, même avec une double turbo. Donc ça fait qu'il va coûter extrêmement peu cher. Ça, c'est très bien. Et vos Pashmila, c'est... Bah, encore une fois, c'est le dernier attaquant possible. Aeropteryx ne sert à rien dans le match. Si, il peut taper les Pashmila, j'ai rien dit. Mais il y a peu de chances que vous fassiez ça. On sait jamais. Et priorité à tabasser les Aeropteryx. C'est son accélérateur. Et globalement, ben, vous allez faire votre talent, vous allez set up un truc et buter ces Aeropteryx. Il va en avoir plus qu'un. Vous allez tuer un Aeropteryx. Il va en avoir plus qu'un, donc il galérera sur le tour d'après. Il prend le rematch KO. Bah vous faites pareil. Il a toujours son gros Pokémon méga chargé, mais il pourra plus en charger d'autres, donc ça sera la galère. Donc voilà, je pense que le mieux c'est de target les Aeropteryx. On sait jamais quoi. Sinon, ouais, le match miroir, bah c'est pas super intéressant quoi. Mais bon, il existe, donc fallait en parler. Et la bédif du format, c'est Dracofeu. Vous vous en doutez, vous le savez. Et pour moi, c'est un très bon match-up. Enfin, très bon. C'est un bon match-up pour Lugia. Bah, parce que lui, il tapera pas assez fort pour buter votre Ronflex. Et ces petits Pokémon, genre Salamèche ou Reptincelle, ils tapent pas assez fort pour tuer votre Pashmila. Donc globalement, vous allez pouvoir lui donner des Pokémon à une seule récompense, là où vous lui dites, ok, si tu veux one-shot mon Pashmila,
passe par un two-prizer. Et du coup, lui, il va prendre une récompense, et vous remettez un Pashmila, et vous one-shotez un Dracofeu, encore, potentiellement. Donc vous, votre game plan, c'est de faire des games en 2-2-2, en récompense, obligatoirement. Je m'explique après. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de terminer. Pashmila, il va servir uniquement pour les Pokémon à 2 récompenses. Vous attaquerez jamais un Salamèche ou un Reptincelle ou un Roucoule avec Pashmila. Il en est hors de question. Si vous faites ça, c'est avec Ronflex. Voilà, vous n'avez pas le choix. Il faut target Roucarnage, puisque bah, vous le savez, c'est le Pokémon qui lui permet d'avoir ce qu'il veut. Donc si vous lui empêchez d'avoir ce qu'il veut, c'est parfait. Sachant que votre Pashmila, il n'aura pas besoin de votre énergie du tour pour tuer Roucarnage. Donc là, on est pas mal. Si vous galérez et que vous n'avez pas réussi à faire évoluer votre Lugiave, vous prenez pas de récompense. Cherchez pas, vous en prendrez pas. Enfin, vaut mieux pas en prendre. Pourquoi Parce que si vous prenez une récompense, donc si vous prenez 2 récompenses, c'est nickel. Mais si vous n'avez la possibilité que d'en prendre une, genre vous avez réussi à T1 double turbo sur Ronflex et énergie du tour sur Ronflex, sur le 2e tour, prenez pas de récompense. Juste, n'en prenez pas, puisque si vous en prenez une, le Dracofeu, il passe à 210 de dégâts, il rajoute un bandeau vitalité, et il prendra votre Lugia. Donc ça, c'est hors de question. Comme je vous l'ai dit, il faut faire une game en 2-2-2 sur les récompenses, donc voilà. Et il est obligé d'attaquer soit avec Roucarnage, soit avec Dracofeu pour tuer n'importe quoi chez vous. Donc, il va évoluer, il l'aura forcément, donc c'est une évidence. Et je pense que j'ai fait le tour du match-up Dracofeu. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt bon comme match-up. Voilà pour ce qui est d'un bilan du match-up. Vous avez... Alors, les chiffres sont pas forcément... Enfin, par rapport à ce que je vous ai montré, les chiffres sont exacts. Vous avez à peu près 63% de bons match-up, 27% de mauvais match-up et 9,1% de 50-50. Mais le 50-50, c'est le match miroir. Donc bon, est-ce qu'il compte vraiment? Pas vraiment, mais j'étais obligé de vous le montrer. Pour bilanter, mauvais match-up, Ancienne Box, Baojan, Future Box. Et les bons match-up, ça sera Gardevoir, Earfood, Arctina, Stall, Lozontina, Lozone Box et Dracofeu. Pour conclure cette grosse vidéo là, qui doit faire genre 1h20, je crois, un truc comme ça, mais au moins c'est intéressant, c'était une vidéo que je voulais faire. Petit avis personnel, genre moi, ma confession, on va dire, c'est mon deck préféré. Parce que il peut taper comme un dégénéré, et ça me plaît. Les cartes sont belles et tout. Le deck est simple à jouer, donc pour un gros tournoi, c'est pas mal comme call, parce que si c'est simple à jouer, vous allez pouvoir encaisser les 9 rondes d'un régio, plus facilement qu'avec un Lozone Giratina ou ce genre de choses. Et mon dernier argument sur le deck, c'est l'alt de Pashmila est magnifique, donc faut la jouer. C'est une évidence, même, regardez à droite, là, comme elle est pipou. Il faut la jouer. C'est obvious. Bilan du deck. C'est un deck qui manque de stabilité, mais qui a une grosse récompense. Il a un gros setup et un bon payoff, si vous voulez, pour prendre un peu des termes. Parce que dans votre T1, T1, T2, il faut défausser 2 Aéroptérix, avoir Lugia, Lugia Vestar, faire évoluer Pashmila, etc. Enfin, faire évoluer en Pashmila. Ça fait beaucoup. Mais derrière, une fois que vous avez tout ça, vous faites ce que vous voulez de la game. C'est limite un deck qui part en autopilote. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur ses points positifs, il a une énorme force de frappe avec ce Pashmila, c'est ça qui est pas mal. Il peut s'adapter à différents match-up, dans le sens où il a 3 attaquants ennemis, parce que je compte pas réellement Aéroptérix, mais un peu quand même, qui sont bien dans plein de match-up. Parce que Lugia, il a beaucoup de PV, donc il peut one-shot, et il peut prendre des gros KO. Pashmila, il one-shot des gros trucs. Ronflex, il est bon contre d'autres match-up. Et Aéroptérix, il peut potentiellement taper. Donc ça, c'est pas mal. Mais j'ai aussi un autre défaut. La decklist me paraît très dure à toucher. Dans le sens où là, le 60 que j'ai, je vois pas comment je le touche, en fait. C'est ça le truc. Donc, c'est
c'est compliqué. Donc pour inclure les techs dont je vous ai parlé, bah, c'est pas évident en fait. Mais ça peut valoir le coup de sacrifier éventuellement une énergie à la limite. Les appréhensions. On a l'EUIC qui arrive, donc le deck va être vachement attendu. Donc il y a moyen que ça tech contre. Donc vous allez probablement voir du Temple de Sinnoh, ce genre de choses. Et le deck va être de manière assez attendue, donc les gens vont avoir appris à jouer contre, globalement. C'est un nouveau format, donc les joueurs Lugia, ils vont peut-être être pas à 100% de maîtrise sur le deck, parce que l'extension et la rotation auront été légales le jour même, si ça commence le vendredi. Oui, c'est ça d'ailleurs, ça commence le vendredi, donc le jour même. Donc ça fait pas beaucoup de temps de préparation potentiellement pour tester tous les decks, etc. Et il y a une hype sur les nouveaux decks, de manière logique, c'est nouveau, on a envie de le tester. Et le problème, c'est que ces nouveaux decks, ça a des bons match-ups face à Lugia. Pasta Box, c'est un bon match-up contre Lugia. Iron Hands, enfin Pomme de Fer, Future Box, tout ça, c'est un très bon match-up face à Lugia. Donc, on va dire, ces nouveaux concurrents, et ils ont de la hype dessus. Donc, on les verra. Pour ce qui est de la suite du format, donc une fois, post-EUIC, quoi, pour ce qui est des appréhensions, des trucs... oui, enfin, des appréhensions, c'est le terme. C'est facile de se lasser du deck. Parce qu'on a très rapidement l'impression de faire un peu tout le temps la même chose. C'est toujours le même début de partie. C'est comme ça. C'est le deck qui est conçu comme ça. Et moi, ça me dérange pas. Mais je peux comprendre que ça rebute un petit peu des gens. La méta va s'adapter en fonction des résultats de l'EUIC. Donc si Lugia il perf correctement, il y a des gens qui vont tecker contre. Donc faites gaffe. Mais aussi, il peut ne pas avoir trop perf à l'EUIC, et du coup, il n'y a pas grand monde qui va tech contre. Là, c'est à voir. Il y a une grosse hype sur Future Box, et le problème c'est que Future Box est, de manière plus précise, IH, comme je l'ai écrit là, mais Pomme de Fer en français, ça détruit Lugia. Ça prend 3 récompenses sur Lugia V, ça prend 2 récompenses sur Pashmina de manière assez obligatoire. Et il peut le prendre au premier tour. Donc c'est très 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 problématique en fait. Donc c'est un deck qui est assez populaire, qui a de la hype dessus. Et du coup, c'est un match-up que vous risquez d'affronter, et c'est compliqué quoi. Mais bon, le deck est, selon moi, pas assez fort, Future Box. En fait, il a un très bon match-up face à peu de choses. Bon, il a on va dire qu'il a des match-ups exceptionnels face à certaines choses, et d'autres désastreux. Donc bon, moi je pense que c'est un deck qui est un peu overhype. Voilà. Et du coup, merci pour m'avoir écouté pendant, je sais pas, pendant 1h30 ou pas loin. J'espère que ça a été assez instructif pour vous. Parce que moi ça a été très 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 intéressant de fabriquer cette vidéo, parce que j'ai beaucoup théorisé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pratiqué pas mal en amont évidemment sur Lugia, et voilà, du coup j'espère que j'ai pu vous faire une vidéo qualitative, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup on se retrouve prochainement pour une nouvelle decklist, probablement de Pasta Box, ou de Arceus Giratina, ou de Dialga. Ça fait du choix finalement. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!